Et s'il existait en toi un pouvoir de création si grand que tu en aurais presque peur? Bienvenue sur Astres et Joyaux pour une astrologie utile et introspective. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de Vénus. Souvent, quand on évoque Vénus, on pense à l'amour, on pense à l'argent, au plaisir. Mais Vénus, c'est bien plus que ça. Chaque astre porte en lui plusieurs facettes. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un tout autre visage de Vénus, celui de sa naissance et donc de l'acte de création. Parce que là où se trouve Vénus dans ton thème natal, tu possèdes un pouvoir absolument incommensurable. Un pouvoir de beauté, de mise au monde, de transformation par l'esthétique, par le lien, par le sens du vivant. Ce n'est pas l'amour romantique que je vais explorer aujourd'hui. Et d'ailleurs, est-ce vraiment Vénus qui nous parle d'amour romantique dans un thème de naissance? Bon, on parlera de ça dans un autre épisode. En tout cas, ici, je vais vous parler de cette force créatrice qui prend racine dans la maison que Vénus traverse au moment de ta naissance. Et parfois, ce pouvoir est étouffé, bridé, conditionné, jusqu'à ce que tu décides de le libérer. Avant d'aller plus loin, si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner à la chaîne. Vous êtes chaque semaine très nombreux à écouter mes épisodes sans être abonnés. Faites pas genre, je le vois dans mes stats. Hein? Pour être totalement honnête, l'abonnement, vraiment, ça change tout. C'est très important. Ça envoie un bon signal aux algorithmes et ça soutient factuellement mon travail. Parce que oui, vous livrez un épisode de qualité chaque semaine représente réellement du travail. Ceci étant dit, installe-toi confortablement et je t'emmène avec moi à la découverte de Vénus. Dans la mythologie, Vénus ne naît pas d'un acte d'amour, mais d'un acte de rupture très brutal. Uranus, le ciel, est castré par son propre fils, Saturne. Son sexe tranché tombe dans la mer. L'écume formée par ce mélange assez improbable donne naissance à Vénus. Elle émerge seule, nue, adulte, sans généalogie très claire. Il n'y a pas de ventre maternel, pas de grossesse, pas de lignée classique. Elle n'est ni attendue, ni désirée, ni franchement prévue. Et pourtant, elle surgit entière, belle et totalement souveraine. Ce mythe fondateur nous dit quelque chose de très profond sur l'essence de Vénus. Elle est une force qui naît dans la faille, une énergie qui ne se construit pas sur la continuité, mais plutôt sur la fracture. Elle transforme la perte en pouvoir d'attraction. Elle surgit là où tout semble perdu, mais où subsiste un élan intact. Le désir, la beauté, la vie malgré tout. Dans un thème natal, Vénus peut ainsi symboliser une puissance créative qui survit à la coupure, une capacité à aimer, à créer, à désirer, même après un choc, une blessure ou une rupture. Mais son mythe soulève aussi une autre complexité. Eh oui, qui est vraiment son père à cette Vénus? Parce que biologiquement, c'est Uranus, mais symboliquement, c'est Saturne. Saturne qui se trouve être donc aussi son frère. Car sans son geste violent, Vénus n'aurait jamais existé. Ce double ancrage raconte quelque chose d'assez ambigu, une filiation floue, une confusion des rôles. Dans un thème natal, surtout si Vénus est en lien difficile avec Uranus ou Saturne, cela peut se traduire par des relations très complexes avec la figure paternelle ou en tout cas l'autorité en général. Parfois même, cela évoque des expériences de violence, de rejet, d'humiliation. Ce flou entre celui qui engendre et celui qui détruit, entre le père biologique et le père symbolique, inscrit une faille dans la lignée. Chez certaines personnes, Vénus peut donc porter des dissonances relationnelles assez profondes. Confusion entre amour et devoir, entre désir et loyauté, entre beauté et culpabilité. Mais si elle surgit du chaos, c'est aussi pour réinventer. Là où Vénus est placée dans le thème, on trouve souvent un pouvoir de renaissance, une capacité à créer du lien, de la beauté, de la valeur, à partir de rien, à partir du néant. Elle est la preuve qu'on peut aimer encore, même quand tout semble avoir été perdu, à condition de ne plus calquer sa vie sur les anciens cadres. Finalement, à l'image de son père biologique Uranus, Vénus incarne aussi une certaine rupture
avec l'ancien. Quand Vénus surgit de l'écume, elle n'a donc ni origine définie, ni famille vraiment reconnue. En tout cas, on ne sait pas vraiment la placer dans l'arbre généalogique. Nous venons de voir donc son rapport compliqué à la notion de père, mais Vénus n'est également rattachée à aucune mère, à aucune lignée féminine, à aucun clan. Aucun cordon ombilical n'a été coupé, il n'y en a même pas eu. Elle émerge seule, entière, adulte, belle et déjà désirée. Son arrivée ne passe pas par les étapes habituelles de la vie. Elle est là, sans ascendance claire, sans nom de jeune fille, sans devoir d'appartenance. Et pourtant, dès sa première apparition, elle reçoit la reconnaissance de tous. Les dieux s'inclinent, les éléments s'accordent à sa présence et elle est immédiatement accueillie comme une déesse à part entière, sans avoir rien à prouver, sans non plus rien avoir demandé. Dans un thème natal, Vénus incarne une forme d'indépendance innée, une qualité native qui ne dépend pas du regard extérieur. Là où elle se trouve, elle indique un potentiel personnel inaliénable, une capacité à créer, à relier, à séduire, mais aussi à attirer sans devoir le mériter ni réellement savoir l'expliquer. C'est ce que tu possèdes déjà, parce que c'est en toi. Pas parce qu'on te l'a transmis, pas parce que tu l'as gagné, mais parce que tu es fait de cette matière-là. Cette souveraineté dérange, parce que elle ne repose sur aucun mérite. Elle peut déclencher des sentiments d'illégitimité. Certaines personnes peuvent culpabiliser d'avoir accès à une forme de plaisir ou en tout cas de rayonnement sans effort. D'autres ressentent une pression à devoir en faire quelque chose, comme si ce don exigeait une justification. Or, Vénus n'attend rien. Elle n'appartient à personne, ne doit rien à personne. Et c'est depuis cet espace libre que Vénus crée. Vénus, donc, dès qu'elle arrive, c'est l'agitation. Tous les dieux veulent la posséder. Ils veulent tous la voir. Tous cherchent à la séduire, mais elle ne choisit personne. Et c'est précisément parce qu'elle ne choisit pas, parce qu'elle n'est à personne, que le désir se déclenche. Ce n'est pas une stratégie, c'est sa liberté qui attire. Et cette liberté-là, dans un monde patriarcal, fait terriblement peur. Elle déstabilise autant les dieux que les déesses. Elle remet en cause les règles du pouvoir. Dans un thème, Vénus montre là où tu attires naturellement, pas par manipulation, pas par séduction calculée non plus, mais simplement par ce que tu dégages quand tu es pleinement toi-même. Ce que tu attires dépend bien sûr du signe, de la maison, des aspects, etc., etc. Mais attention, ce pouvoir d'attraction n'est pas garanti. Il peut être altéré ou détourné. Quand Vénus est fragilisée par des aspects tendus ou un contexte dissonant, tu peux avoir l'impression que ce qui devrait venir naturellement te demande un effort permanent. Il peut y avoir un sentiment d'injustice, devoir te battre pour obtenir ce que d'autres reçoivent sans rien faire. Alors que quand tu regardes ton placement dans ton thème de naissance, tu te dis, mais attends, mais là, ça devrait être du pain béni pour moi. Et non. Dans certains cas, cela se traduit aussi par des relations de possession, de contrôle, où tu es réduite à un objet de désir ou de valeur. Et ça, c'est très dur pour les êtres humains que nous sommes, d'être réduits à un objet de désir ou de valeur. Et c'est là l'enjeu, reconnaître que ce que tu attires naturellement n'a pas à être mérité. Vénus n'est pas là pour justifier son rayonnement. Là où elle tombe dans ton thème, tu n'as rien à conquérir, seulement à te désidentifier des regards extérieurs. Car c'est en restant libre, en refusant de te laisser posséder, que tu accèdes à cette puissance tranquille, magnétique, qui transforme l'absence d'attachement en source d'abondance. Dans la suite du mythe, la puissance d'attraction de Vénus devient très problématique. Elle est indépendante, elle n'appartient à personne et surtout elle n'a été créée finalement par personne. Elle n'a pas été désirée, Vénus. C'est étrange tout de même pour l'astre qui représente le désir incarné. Cette absence de filiation directe, cette liberté absolue, et c'est précisément cela qui dérange. Car dans un monde où les rôles sont définis, où les petites boîtes, on aime bien ça, où l'ordre est hiérarchisé, dites-vous bien qu'une femme libre, désirable et autonome est une menace. Sa simple présence crée du trouble. Elle ne fait rien pour séduire et pourtant elle attire. Et parce qu'elle échappe à toute tentative de possession, les dieux, pour la stabiliser, pour l'enfermer dans une petite case, décident de la marier. Et il la marie à Héphaïstos. Ce mariage n'est pas le fruit de son choix, il est une décision politique.
Héphaïstos est un dieu besogneux, calme, loyal, très loin de la passion qu'incarne Vénus. C'est un compromis, une façon de canaliser son magnétisme en l'alliant à une figure utile et inoffensive. Mais ce contrôle ne fonctionne pas. Vénus ne désire pas Héphaïstos. Elle lui préfère Mars, dieu de la guerre, avec qui elle entretiendra une relation passionnée et scandaleuse. Elle rejette les conventions, contourne les obligations et rappelle à l'Olympe qu'elle n'est pas domesticable. Ce qu'on tente d'éteindre en elle, c'est sa liberté et plus profondément encore son pouvoir né de cette liberté. Vénus dérange parce qu'elle possède un pouvoir immense sur les autres, sur les hommes, mais aussi sur les femmes. Parce que son aura les place dans l'ombre, sa beauté, sa sensualité, son autonomie, tout en elle peut devenir une menace pour un monde patriarcal où la femme est censée se taire, plaire, se conformer. Vénus, elle, n'obéit pas, et parce qu'elle n'obéit pas, elle est marginalisée, jugée ou enfermée dans un rôle qui n'est pas le sien. Dans un thème natal, cette tentative de contrôle se manifeste par des conditionnements puissants autour de Vénus. Ce sont des injonctions silencieuses ou explicites sur ce que l'on doit désirer, aimer, incarner, sur ce qu'il est bon d'incarner dans ton système de valeurs ou pas. Parfois, cela prend la forme d'un idéal féminin à atteindre. Parfois, c'est une attente familiale, culturelle ou sociale. Se marier, être beau, être jolie, être douce, pas faire de vagues. Et Vénus, dans ce contexte, se recroqueville. Elle fait ce qu'on attend d'elle, mais elle ne vibre plus. Elle devient une image, une façade, un rôle. Chez certaines personnes, cela donne une Vénus épuisée, qui ne sait plus ce qu'elle veut vraiment. Elle a appris à désirer ce que l'on attendait d'elle, à se couler dans des formes qui ne sont pas les siennes. Elle peut vivre des relations sans passion, exercer un métier qui ne la touche pas, porter une image d'elle qui ne lui correspond pas. Et quand elle tente de s'en libérer, cela peut donner lieu à des révoltes très brutales, des ruptures, des prises de décision très radicales, car le désir longtemps réprimé ne revient jamais calmement. C'est le lâcher de chevaux quelque part. D'un autre côté, une Vénus trop bridée peut aussi développer des stratégies d'adaptation. Elle peut séduire pour plaire, se conformer, être aimée ou chercher l'approbation pour exister. Mais rien de tout cela ne nourrit son cœur véritable, parce que Vénus ne supporte pas qu'on lui impose une direction. Elle a besoin de choisir, de ressentir, de créer selon ses propres lois. Vénus, c'est ni Dieu ni maître. Dans un thème, ce placement peut donc signaler la zone où on t'a appris à réprimer ton vrai goût, où l'on a cherché à t'assigner à une identité, à une esthétique, à un désir. Et c'est là, justement, que tu peux retrouver ton pouvoir en refusant de jouer un rôle, en reconnectant à ton propre système de valeurs et en reprenant le droit d'attirer ce qui te nourrit vraiment. Dans le mythe, Vénus ne conçoit aucun enfant avec son mari. Leur union imposée ne donne rien. En revanche, elle enfante avec ce qu'elle choisit. Avec Mars, dieu de la guerre, avec qui elle conçoit plusieurs enfants, dont celui qui représente la peur, mais aussi celui qui représente le désir. Avec Mercure, le messager des dieux, elle donne naissance à Hermaphrodite, figure de l'union des opposés. Avec Dionysos, dieu de l'extase, elle engendre Priape. Vénus n'est pas stérile, elle est hautement féconde, mais seulement lorsqu'elle suit son propre désir, ses élans, son propre rythme. Ce détail est fondamental. La fécondité de Vénus est directement liée à sa liberté. Elle ne répond pas aux injonctions, elle ne produit pas sous contrainte. Elle ne crée pas pour être conforme. Ce qu'elle engendre, ce sont des formes chargées de vie, de désir, de contradiction aussi, parfois même de transgression. Et ces créations ne peuvent pas naître dans un cadre figé, dans une structure imposée. Elles naissent du mouvement, de l'élan, de la résonance. La mythologie nous montre aussi que ces unions choisies donnent naissance à des figures très puissantes, ambivalentes, parfois dérangeantes. Eros, la pulsion, Hermaphrodite, l'androgyne, Priape, la sexualité débordante, Phobos, la peur, c'est la phobie, c'est les peurs les plus archaïques, etc., etc. C'est la création à son paroxysme. Vénus ne donne pas toujours naissance à des formes belles au sens classique. C'est ça que j'aimerais vous transmettre. Elle crée du vivant, elle crée de l'intense, du plein. Et c'est précisément cela, sa puissance créatrice. Dans un thème astral, cette facette de Vénus montre là où tu peux créer, mais seulement à condition de liberté.
C'est une maison où tu peux attirer des ressources, des relations, des idées, mais où rien ne pourra se développer durablement si tu forces, si tu agis pour faire plaisir. C'est aussi une zone où, si tu t'es longtemps plié à un rôle, tu peux avoir l'impression que rien ne prend, que ça marche pas, que tout est stérile et que tu dois lutter sans cesse pour un résultat pathétique. Mais lorsque tu reconnectes à ce qui te fait vibrer, à ce qui te fait plaisir profondément, la maison de Vénus peut devenir, mais alors extrêmement féconde, je t'assure. C'est là que tu peux produire quelque chose d'unique, de magnétique, quelque chose qui te ressemble et en même temps qui ne te ressemble pas, mais qui sort de toi et qui attirera à toi les bonnes personnes, les bons projets, les bonnes situations. Cette fécondité peut prendre 1000 formes, évidemment matérielles, relationnelles, artistiques, intellectuelles. Elle dépend du signe de ta Vénus, de ses aspects, mais aussi évidemment de sa maison. Vénus, donc, dans ton thème natal, indique une zone d'abondance naturelle, mais conditionnelle. Et conditionnée à quoi? Eh bien, à ta liberté. Elle se déploie seulement si l'on s'autorise à suivre ce qui fait plaisir, ce qui apaise, ce qui attire sans effort. Ce n'est pas un endroit où l'on doit prouver quoi que ce soit, ni forcer les choses, surtout pas. C'est au contraire un lieu de réceptivité féconde, où le pouvoir vient de l'accord intérieur, pas de la performance, surtout pas de la performance. Elle montre ce que tu es capable de créer quand tu te sens libre, alignée, confiante. Si Vénus est instrumentalisée, si tu utilises ce pouvoir pour répondre à une attente extérieure, si tu l'obliges, si tu veux bien faire au lieu d'incarner pleinement ta manière d'aimer, de créer ou de vivre, alors la puissance de Vénus se referme. Elle peut même devenir silencieuse, éteinte, très frustrée. Elle n'est pas faite pour fonctionner sous pression. Elle est faite pour rayonner dans la justesse et l'harmonie. Vénus parle dans ton thème de valeurs personnelles, pas celles qu'on calcule, mais celle qu'on ressent. Elle indique où tu peux te sentir profondément légitime, aimé, capable de créer du beau, si tu t'autorises à ne plus chercher à plaire, mais à t'écouter sincèrement. Et surtout, elle enseigne que la beauté n'est pas un résultat, c'est un état d'être. Là où se trouve Vénus dans ton thème, tu n'as pas besoin d'en faire plus, tu as juste besoin de retrouver le fil de ce qui te plaît réellement, de ce qui t'apaise, de ce qui t'attire et de le suivre jusqu'au bout. Dans cette deuxième partie, je te propose d'explorer Vénus dans les 12 maisons du thème natal avec un angle assez particulier, celui de sa naissance hors du monde. Si tu as écouté la première partie, je t'encourage à le faire parce que je sais que vous êtes nombreux à cliquer directement sur les axes par axe, maison par maison, et c'est dommage parce que pour comprendre réellement tout ce que je vous explique ensuite, il est très important d'écouter la première partie de l'épisode. En tout cas, si tu l'as écouté, tu sais maintenant que Vénus ne naît pas d'un lien d'amour, mais plutôt d'un acte de rupture. Elle émerge de la mer après la castration d'Uranus dans un geste radical de séparation, quelque part un geste de mort. Elle n'est pas issue d'un couple ni d'une lignée, elle surgit d'un vide et c'est ce vide, cette coupure qui fait sa force. J'ai donc choisi de te proposer une lecture maison par maison en partant de ce point-là. Qu'est-ce qui a pu être coupé, empêché ou castré dans cette maison et surtout, quelle puissance de création peut aujourd'hui émerger de cet endroit-là? Il ne s'agit évidemment pas d'une vérité absolue. Cette lecture ne peut jamais se substituer à une vraie analyse de ton thème parce que cela va dépendre du signe dans lequel se trouve ta Vénus, des aspects qu'elle forme avec les autres points planètes et aussi de sa maîtrise éventuelle de ton ascendant, de ton soleil, de ta lune et puis bien sûr de ton histoire personnelle. Deux personnes avec Vénus en 4 peuvent avoir des vies, je vous assure, radicalement différentes. Il n'y a pas de copier-coller possible en astrologie. C'est pour ça que le fameux effet Barnum, ça fait longtemps que je m'assois dessus. Ce que je te propose ici, c'est plutôt un point de départ, une piste de réflexion pour ta propre introspection, un amuse-bouche symbolique, pas une interprétation figée. Tu es le seul maître à bord de ton thème. Ce qui t'est proposé ici, c'est un éclairage, une mise en mots, un fil à tirer seulement si tu le souhaites. C'est parti pour Vénus en maison 1. Alors, quand on a Vénus en 1, on a souvent appris très tôt que l'amour passe par ce que l'on dégage. Il faut être agréable, charmante, souriant, douce. Bref, il faut plaire pour être aimé. L'enfant n'a pas forcément été valorisé pour ce qu'il pensait, ce qu'il ressentait.
parfois même ce qu'il faisait, parce que Mars est le premier maître de cette maison, peu importe le signe de cette maison, mais plutôt pour l'image qu'il renvoyait au monde. Ce placement peut signaler une histoire familiale marquée par le poids des apparences. Parfois, l'enfant arrive dans une famille où il est très très attendu. Parfois même, c'est un enfant fantasmé. On a projeté sur lui des idéaux de beauté, d'équilibre. Parfois, il est l'enfant qui était attendu pour réintégrer l'harmonie dans le couple, dans le foyer. Et il apprend très vite à se conformer à ses attentes pour rester à la hauteur. Cela peut faire de lui un enfant modèle, qui fait bien, qui sourit, qui séduit, sans le vouloir même, parce que ça devient un trait inhérent à sa personnalité. Mais ce rôle a un prix. C'est celui d'un amour conditionnel, ou en tout cas, c'est de cette manière que cette Vénus-là peut intégrer toutes ses relations à son entourage. À l'inverse, dans certains cas, l'enfant n'a pas été désiré ni attendu. Il ou elle peut sentir dès les premiers temps qu'il n'a pas de place prévue pour lui, qu'il tombe mal, qu'il dérange. Cette absence d'accueil peut alors créer une stratégie d'urgence affective. Si je suis beau, si je suis belle, si je suis gentil, si je suis agréable, si je rends fier de moi, alors on m'aimera, alors je mériterai ma place. Cela donne une Vénus en 1 qui joue sa place dans le monde dès la naissance. Quelques blessures possibles. Enfant mis en avant pour son apparence, pour son sourire, son comportement calme ou poli, mais jamais pour ce qu'il ou elle pensait. Ça peut dépendre vraiment du signe, hein. Parce que, admettons, une Vénus en 1 en bélier. Là, au contraire, on va valoriser quasiment l'hyperactivité de l'enfant, qui fait plein d'activités, qui fait plein de trucs. Donc vraiment, tout ceci, de toute manière, est évidemment à nuancer et par le signe, mais aussi par les aspects de Vénus et les aspects de Mars, qui est le maître naturel de la maison 1, peu importe le signe occupé par cette maison. Ça peut être aussi des compliments exclusivement centrés sur le physique. Qu'elle est jolie, cette princesse, mais qu'est-ce qu'il est mignon! Une parentalité où l'enfant a dû tenir son rôle d'enfant parfait dès le plus jeune âge. Et ça, surtout dans les familles où l'image sociale compte énormément. Ça peut être aussi des comparaisons avec d'autres enfants, plus dociles, plus charmants, ce qui renforce l'idée que l'amour passe par l'image que l'on renvoie. D'ailleurs, là, je n'arrête pas de parler d'aspect physique, parce que déjà, c'est la maison 1, c'est notre apparence physique, et aussi parce que c'est Vénus. Bon, Vénus, c'est l'apparence physique dans toute sa splendeur. Néanmoins, quand je dis que c'est vraiment à nuancer, par exemple, Vénus, Gémeaux, maison 1, là, on peut vraiment être valorisé par son intelligence, par le fait qu'on renvoie une forme d'intelligence, en tout cas, à l'extérieur. Dans tous les cas, finalement, l'enfant ne se définit que par cela. Parfois, donc, c'est, comme je le disais plus haut, le non-désir de l'enfant ou le sentiment profond de ne pas avoir été attendu avec joie, mais aussi avec amour. Cela peut provoquer une réelle blessure d'amour propre très précoce et un besoin intense de devenir aimable, mais alors au sens littéral du terme. C'est terrible parce que on va rechercher à être aimé de tous. Alors, une fois guéri, une fois libéré, que devient cette Vénus en 1 sous cet aspect-là, évidemment? Alors, ce placement est extrêmement puissant parce qu'il touche à l'identité même. Une Vénus en 1 qui a fait la paix avec ses blessures ne cherche plus du tout à plaire, elle incarne. C'est vraiment quelque chose de très intense. Elle ne demande plus d'amour, elle rayonne l'amour de soi. Elle ne joue plus de rôle, elle devient le rôle principal de sa propre vie. Ce sont ses propres envies, ses propres désirs d'incarnation qui se manifestent à travers elle. Et ça change tout. Sa présence devient magnétique, naturelle, inimitable. Mais vraiment, souvent, vous pouvez avoir un style, même vestimentaire, absolument incroyable. Elle ne cherche plus à séduire, mais elle attire. Elle ne fait plus semblant de s'aimer, ou en tout cas, elle a compris qu'elle ne s'aimait pas elle-même réellement pour qui elle était. Elle-même s'est attachée à ses propres projections. Et ici, elle s'aime pour de vrai. Elle s'aime dans toute sa splendeur. Elle s'aime également avec toutes ses aspérités. Vénus est loin d'être parfaite. Je vous parlerai dans un autre épisode de Vénus et la ceinture de l'illusion. Et je repasserai par maison pour vous indiquer un autre type de pouvoir que peut nous offrir Vénus à cet endroit, mais donc aussi parce que toute médaille a deux faces, un pouvoir peut aussi être quelque chose qui nous apporte beaucoup de difficultés dans notre existence. En tout cas, le fait que cette Vénus en 1, libérée de ses chaînes, s'aime pour de vrai, ça donne envie aux autres d'en faire autant. Vénus ici devient inspirante.
Son vrai pouvoir, c'est le pouvoir d'influencer le monde. Elle touche, elle émeut. Parfois, elle peut vraiment désarmer par sa sensibilité, par exemple, par sa sensibilité face au monde. J'imagine là, ici, une Vénus en cancer, maison 1. Elle fait advenir des transformations autour d'elle par ce qu'elle incarne, par sa simple manière d'être au monde. Je vous assure, c'est très puissant. Son pouvoir ici est magnétique. Elle incarne une beauté sûre d'elle, souveraine, libre, qui transforme non pas par la force, mais par la grâce. Une Vénus en 1, alignée, redéfinit les codes en osant apparaître sans phare, mais avec beaucoup d'amour. C'est aussi, si je prends l'exemple d'une femme Vénus en 1, qui a vécu énormément de difficultés au travers de son apparence physique, pourquoi pas, qui s'est orientée vers des transformations telles la chirurgie esthétique, etc. Parce que ce sont des choses que l'on peut retrouver ici en maison 1. Eh bien, c'est une femme qui, une fois sa Vénus intégrée et libérée, peut décider de ne plus mettre une touche de maquillage sur son visage, d'apparaître sans phare au sens strict du terme. C'est quelque chose vraiment qui peut être extrêmement puissant parce que ça peut encourager les autres, ça peut montrer aux autres que on peut être belle, on peut incarner une forme de beauté naturelle sans avoir besoin d'user d'artifice. C'est juste un exemple. Je suis pas en train de vous dire d'arrêter le make-up si vous adorez ça. J'essaie de vous donner plein de petits exemples afin de vous démontrer la palette de manifestations différentes quelque part que cela peut prendre. Ça peut être aussi Vénus en 1 Gémeaux. On a été mis sur un piédestal pour le reflet d'une forme d'intelligence dont on disposait et on peut se mettre à assumer au grand jour des éléments qu'on apprécie étudier, mais qui sont moins admis par la société. Mais nous, on va apprécier et bien transmettre ce type d'informations, etc., etc. Évidemment, on n'est pas en maison 3, mais là, je parle de transmission d'informations parce que je donnais l'exemple du Gémeaux. Dans tous les cas, cette Vénus alignée avec l'amour de soi oriente les dynamiques autour d'elle vers plus de beauté, plus de paix, plus de justesse et surtout, vraiment, beaucoup plus d'harmonie. Vénus en maison 2. Quand Vénus se place dans la maison 2, le lien à l'amour, au plaisir, mais aussi à la valeur personnelle passe par la matière. Très tôt, la personne peut avoir associé sa dignité à ce qu'elle possède ou à ce qu'elle produit. C'est un placement sensible aux histoires de mérite. Il faut gagner, il faut prouver, il faut être utile pour mériter. Derrière tout cela, il y a souvent une peur du manque, parfois transmise sans mots, mais profondément ancrée dans cette Vénus. Cela peut venir aussi d'un contexte où les parents eux-mêmes ont vécu des périodes de manque, des périodes de vaches maigres, de galères, de privations, etc. Dans ce cas, ils peuvent pousser leur enfant avec les meilleures intentions du monde. Attention, l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais par peur qu'ils souffrent, par envie qu'ils s'en sortent. Ils veulent leur apprendre à se débrouiller, à réussir, à gagner leur vie, à gagner leur pain. Mais à force de vouloir armer leurs enfants pour le réel, ils finissent parfois par leur transmettre l'idée que le plaisir est un luxe coupable et que leur valeur est conditionnelle. Conditionnelle à quoi? Eh bien, à la production de ressources. Quelques exemples factuels. Une éducation dans une ambiance de privation ou d'insécurité matérielle. Il fallait mériter les choses parce que rien n'est gratuit dans la vie. La famille pouvait valoriser les réussites très concrètes avec, j'en sais rien, l'argent, en tout cas une forme de productivité visible. Un sentiment que le plaisir est un luxe absolument inutile, voire honteux. Encore une fois, attention, Vénus en aspect, en signe, tutti quanti. Ça peut être aussi un enfant engagé dans de nombreuses activités extrascolaires avec un culte de la performance. Le lundi, c'est le violon. Le mardi, c'est l'athlétisme. Le mercredi, tu te reposes pas, faut faire tous les devoirs de la semaine, etc., etc. Mais ici, c'est pas pour briller socialement comme en maison 10, parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver avec une Vénus en 10. Mais c'est parce que c'est très important, parce qu'il faut tout tenter. Tu mets tout un tas de billes dans ta poche. C'est ça en réalité. Le parent est persuadé que grâce à cela, l'enfant aura toutes les cartes en main pour réussir sa vie. Ça peut être aussi une absence de valorisation des dons naturels, parce que les dons naturels, c'est la maison 2. Donc ça peut être un enfant qui avait, j'en sais rien, tu avais de grandes facilités pour le dessin, pour le chant. Tu crées pour le plaisir et tu t'es entendu dire ça sert à rien, tu perds ton temps. Ah oui, tu sais, c'est vraiment le prototype
De la nana ou du mec qui veut devenir acteur ou chanteur, chanteuse et le parent qui lui dit mais n'importe quoi, c'est pas un métier, qu'est-ce que tu racontes quoi. Avec le temps, cette Vénus peut aussi développer une manière bien à elle d'aimer. Elle offre des cadeaux, des attentions matérielles, du confort. Offrir devient son langage de l'amour. Mais parfois, elle peut se retrouver piégée dans un schéma où elle donne beaucoup pour mériter d'être aimée et finit par se sentir exploitée ou jamais assez reconnue à sa juste valeur. Quand Vénus ici est libérée de ses conditionnements, elle devient une alchimiste de la matière. Elle sait créer de l'abondance, toutes les formes d'abondance ici, financière, immobilière, sensorielle, pour elle, mais aussi pour les autres. Elle incarne une forme d'amour qui prend soin, qui nourrit, qui sécurise aussi. Attention, Vénus en deux, elle est très puissante. Elle est à domicile ici. C'est-à-dire qu'elle crée de la valeur dans le réel. Et cette valeur prend la forme, évidemment, que le signe de Vénus et ses aspects viendront nuancer. Par exemple, en Gémeaux, ça peut être une abondance de connaissances, mais attention, utile. En Taureau, une capacité à créer du confort très tangible. En Balance, une aptitude à valoriser les autres dans le monde professionnel, par exemple. Cette Vénus ici est capable d'aider les autres à extraire leurs propres ressources, leurs propres dons innés. Elle devient alors une conseillère hors pair, une bâtisseuse de richesse, attention, très durable. N'oublions pas dans le mythe, c'est Saturne quand même qui lui offre quelque part la naissance au travers de son acte de cruauté. Néanmoins, Saturne, tout ce qu'il crée, eh bien, le transforme en quelque chose de durable, dans le temps, qui s'étire, de solide. Quand Vénus en deux incarne sa puissance, elle nous rappelle que la matière n'est pas du tout l'ennemi de l'âme. Au contraire, nous sommes des êtres spirituels incarnés dans cette matière. Ça, c'est l'axe alchimique Taureau-Scorpion 2-8 qui nous apprend ça. C'est un terrain d'expression, un outil pour faire exister l'amour véritable. Et la Vénus en deux, ça, quand elle est libre de toute contrainte, elle en est pleinement conscience. Et c'est bien la raison pour laquelle vous êtes capable de créer une richesse absolument incroyable. Évidemment, selon ce que richesse pour vous signifie. Vénus en 3. Quand on a Vénus en maison 3, il est fréquent que le lien d'amour passe dès l'enfance par des comparaisons. Parfois, c'est l'entourage qui met en miroir les enfants de la fratrie. Oh, regarde ta sœur, comment elle est. Oh, regarde ton frère, regarde ce qu'il fait. Cela peut se faire dans un sens comme dans l'autre aussi. On peut avoir été celle ou celui qu'on a jugé moins intelligent, moins dégourdi, ou au contraire, on a été mis en avant. On a dû porter la jalousie des frères et sœurs. C'est quelque chose de très commun avec une Vénus en maison 3. Ce climat peut rendre les liens affectifs assez instables, fondés sur une rivalité subtile ou sur un besoin de se justifier sans cesse. Très tôt, la personne apprend à observer, à s'adapter, à parler pour maintenir le lien. Elle développe une grande sensibilité à ce qu'on attend d'elle dans les échanges. Ce type de Vénus-là est littéralement connecté à l'énergie de son interlocuteur pour pouvoir quelque part s'y modeler, s'y adapter, adapter le langage à son interlocuteur afin d'être le ou la plus aimable possible auprès de ce dernier. Néanmoins, à force d'enjoliver la vérité, de moduler ses récits pour ne pas déranger, elle finit parfois par être perçue comme quelqu'un qui ment ou qui joue un rôle. En réalité, c'est pas du tout de la tromperie. Ah non, c'est une stratégie de survie affective. Pour ne pas perdre l'amour ou l'attention, cette Vénus a appris à dire ce qui serait le moins douloureux à entendre. Par exemple, pour les êtres humains ayant vécu dans des familles dysfonctionnelles, la Vénus en 3 va avoir une certaine manière de raconter sa vie de famille, de parler de ses parents, de parler de ses frères et sœurs. Et lorsqu'on apprend la vérité sur ce qu'il se passe au domicile de cette dernière ou de ce dernier, on pourrait se dire, mais alors, il est complètement à la ramasse, c'est pas vrai. Ben non, c'est pas vrai. Mais c'est plus facile de vivre avec en le racontant de cette manière-là, avec quelques douceurs, avec quelques paillettes supplémentaires. Parce qu'in fine, cette Vénus-là cherche à se protéger d'une certaine blessure de rejet. Une fois libérée de son poids, Vénus en 3 retrouve son véritable pouvoir. Elle a le don, c'est un don, je t'assure, de dire les choses difficiles avec tact et beauté. Elle peut parler des sujets tabous, transmettre des expériences même traumatiques, mais pas que, évidemment, hein. En tout cas, elle le peut dans une forme accessible, douce, presque élégante. C'est une poétesse, une conteuse, une médiatrice aussi.
Elle parvient à faire dialoguer des gens qui ne se comprennent pas, à réconcilier les points de vue sans forcer les gens à être d'accord. Une Vénus en 3, elle te dira, bon, on est d'accord sur le fait de ne pas être d'accord et c'est complètement OK. Son pouvoir, c'est celui du lien retrouvé à travers la parole, à travers l'expression, peu importe la forme de ton expression. Ça, c'est ton signe, les aspects de ta Vénus. Et Mercure, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il raconte, qui pourront te dire, te donner le tempo de ton expression. Néanmoins, avec une Vénus à cet endroit, c'est une parole très sensible, mais aussi incarnée. Vénus, elle est très incarnée dans la matière, elle n'est pas éthérée, c'est quelque chose de très factuel, Vénus. Ici, elle ne cherche plus à séduire, mais à rassembler au travers d'une vérité qui, même si elle est tranchante, est apportée avec tant d'élégance qu'elle en devient audible par l'auditoire. C'est une Vénus qui a un grand pouvoir magnétique qui peut littéralement envoûter les autres avec les mots. Je développerai ça dans un autre épisode que je vais consacrer à la ceinture d'illusion de Vénus, parce que vous avez de grands pouvoirs avec une Vénus en maison 3, au-delà de ce que déjà je suis en train de vous exposer aujourd'hui, mais j'en garde sous le coude. En tout cas, avec Vénus en 3, la manière de parler, d'écrire ou même de transmettre l'information devient un art. Et cette parole-là, c'est vraiment un cadeau pour le monde, c'est un présent. Vénus en 4. Quand Vénus se loge en maison 4, elle entre dans les profondeurs de l'intime. C'est le territoire de la famille, du foyer, des racines affectives. Ici, l'amour n'est pas un choix, c'est un climat, c'est une mémoire. On ne sait pas toujours le décrire, mais on le ressent comme une chaleur ou une blessure. Avec ce placement, l'enfant a souvent grandi dans un environnement où les liens affectifs étaient au centre, mais pas toujours très simple à comprendre. Parfois, il a eu la chance de naître dans une famille aimante, douce, fusionnelle. Le cocon était si chaleureux qu'il devient difficile plus tard de quitter le nid. L'enfant peut développer une peur de construire un foyer différent, de perdre cette douceur qu'il associe à l'amour. À l'inverse, certains porteurs de Vénus en 4 ont vécu l'exact opposé. Un foyer instable, dur, voire violent parfois. Ils ont très tôt voulu fuir, partir, couper les racines. Mais même loin, les blessures restent vivantes parce que Vénus en 4, elle peut pas fuir ses racines. Elle les portera toute sa vie. Dans les deux cas, l'enfant apprend très tôt qu'il a un rôle à jouer dans l'équilibre du foyer. Il devient parfois celui ou celle qui apaise, qui console, qui embellit l'ambiance pour éviter les conflits. Il peut se persuader que le bonheur de ses proches dépend de lui. Ce poids invisible façonne une hypervigilance affective. Il faut que tout aille bien pour que l'amour tienne. Je dois être connectée aux émotions du foyer afin de pouvoir ajuster mon comportement à ce qu'il risque d'advenir. Dans les contextes les plus douloureux, ce placement peut pointer un climat incestuel. Alors, un inceste qui peut être factuellement physique, mais c'est souvent aussi un climat incestuel dans le sens une confusion des rôles émotionnels. L'enfant est perçu comme le confident, le soutien, parfois même le partenaire implicite. On ne le protège pas, on s'appuie sur lui, on lui vole son enfance. Cette dynamique floue est en résonance avec la mythologie de Vénus elle-même. Sa filiation est très trouble. Elle n'est la fille de personne. On ne sait pas très bien qui est son père. Est-ce qu'on prend le père biologique, Uranus? Est-ce qu'on prend le père symbolique qui a coupé le sexe d'Uranus et qui a engendré sa naissance, Saturne? Où est la mère? Il n'y a pas d'utérus maternel ici. Quelques blessures possibles. L'enfant se persuade que le bonheur familial repose sur ses épaules. Il s'épuise à maintenir la paix, à être gentil, à éviter au maximum les conflits. Ça peut être aussi un foyer, au contraire, très aimant, mais vraiment, qu'est-ce qu'on s'y sent bien. On n'a pas envie de partir. Les petits plats de maman, ils sont beaucoup trop bons. Et franchement, si vous avez porté cette Vénus-là, quelle chance, et ne peut que vous comprendre. Ici, néanmoins, il peut être difficile de s'en détacher sans culpabilité. On peut quelque part avoir la sensation de trahir son clan en quittant le foyer. L'amour est là, mais il étouffe. Le désir d'autonomie est freiné par la peur de faire souffrir sa maman, son papa, etc., etc. Parfois, c'était un foyer au contraire maltraitant ou instable. Quelques exemples, Vénus en 4 intercepté, Vénus conjonction Saturne en 4, Vénus carré Saturne en 4, Vénus conjonction Uranus, carré Uranus. Bref, tout ce type d'aspects-là, les aspects à Mars aussi, il existe autant de Vénus en 4 maltraitées par sa famille qu'il existe d'interactions avec les autres astres.
Donc Vénus ici peut témoigner d'un besoin vital de partir très tôt. Mais là, c'est de la survie par contre, hein. Mais partir sans base saine, c'est aussi emporter avec soi les blessures du passé. Et là, ici, il y a un énorme travail à effectuer. Néanmoins, si on vous a donné cette Vénus-là à la naissance, c'est que oui, oui, et encore oui, tu es capable de transcender toutes ces douleurs et d'en faire de l'engrais pour la création de quelque chose d'extrêmement lumineux. Vénus est une planète d'alchimie, tout comme Pluton d'ailleurs. Ça peut être aussi une atmosphère incestuelle ou une confusion affective. Les rôles sont brouillés. L'enfant ne sait plus trop qui est le parent. C'est l'enfant, ma mère, c'est ma copine. Non, ta mère, c'est pas ta copine. Ta mère, c'est ta mère. Si ta mère est ta copine, je t'assure qu'il y a un problème ici. On ne sait plus vraiment qui est l'enfant, qui est le parent. Il devient trop proche, trop impliqué. Et ça laisse des cicatrices parfois invisibles. Vénus, maison 4 en Scorpion, maman te raconte ses ébats sexuels avec papa. Ce n'est pas normal. En tant qu'enfant, nous n'avons pas à connaître la sexualité de nos parents. Point. Donc voilà, ça peut prendre vraiment beaucoup de formes et autant positives que très douloureuses, cette Vénus en maison 4. Évidemment, moi je m'adresse à des gens qui font un gros travail d'introspection et généralement, on ne va pas se mentir, vous êtes des êtres humains qui ont un certain passif. C'est pour ça que j'essaie de mettre l'accent dans cet épisode sur les grosses blessures potentielles de Vénus dans chaque maison. Mais évidemment qu'il y aura toujours des gens là dans les commentaires pour me dire « Non, moi, il y a mes Vénus, c'était en toi, j'étais très aimée. » Oui, évidemment, évidemment. Ça dépend de tellement d'autres facteurs, les aspects, le signe aussi, le maître du signe, qu'est-ce qu'il traficote, etc., etc. Néanmoins, si ces blessures-là sont les tiennes, sache que tu as en toi la capacité de toutes les transcender. Alors une fois guérie, une fois libérée, qu'est-ce que devient cette Vénus en maison 4 ? Eh bien, elle devient un sanctuaire. Une Vénus en 4 qui a fait la paix avec ses racines, ne cherche plus à fuir ni à rester figée. Elle crée un espace nouveau, un foyer choisi, un lieu à soi, une famille de cœur aussi parfois, s'il le faut. Elle comprend que l'amour transmis n'était pas toujours juste, même s'il était sincère et bienveillant. Mais elle sait désormais qu'elle peut faire autrement, parce que, encore une fois, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Son pouvoir, c'est celui de créer un foyer guérisseur pour elle, mais pour les autres aussi. Elle sait transformer la mémoire familiale en ressource, la nostalgie en force. Elle devient capable d'offrir une sécurité affective très très rare. Ça peut être un pilier affectif, l'un des plus puissants de tout le zodiaque. Celle qui n'étouffe pas, mais qui enveloppe, qui laisse partir ceux qu'elle aime lorsque le temps est venu, mais qui leur ouvre les bras grands ouverts avec un petit risotto mijoté avec amour lorsque ces derniers reviennent à la maison. C'est une très très belle Vénus. Son grand pouvoir, elle est la gardienne de la tendresse. Par sa simple présence, quelque part, elle fait maison. Elle incarne ce qui représente un foyer. Elle répare les liens. Elle recrée la chaleur. Elle donne envie de rester. Elle n'empêche pas de partir. Mais elle ne s'oublie plus dans le rôle de la pacificatrice. Elle sait aussi dire non, poser ses murs, tracer ses limites. Elle peut fonder un foyer très solide, pas seulement fait de murs, hein, mais d'écoute, de respect, d'harmonie au quotidien. Elle inspire confiance, elle incarne la douceur, celle qui rassure et qui libère. Il y a quelque chose que j'ai oublié de dire, je le mets tout à la fin, j'espère que vous serez encore là, les Vénus en 4. Vénus, c'est quand même la fille biologique d'Uranus. Donc, Uranus, je pense que tu le sais, c'est l'astre de la coupure, de la scission, de la révolution pour la construction de quelque chose de nouveau. Et parfois, cette Vénus-là, elle est obligée d'en arriver là, de couper, alors que ce soit parce qu'on a eu une famille très aimante, qu'on s'y sent bien, qu'on veut pas se barrer. Ben, la coupure du cordon ombilical, qui est somme toute naturelle et obligatoire à un moment donné pour devenir adulte, mais parfois c'est des coupures beaucoup plus douloureuses, plus frontales. On peut être amené à de couper la relation complètement. Parfois, c'est nécessaire, bien que extrêmement douloureux, parce que là, il y a un espèce de reset complet de tout le système de valeurs. Néanmoins, si tu as le courage, et oui, tu as le courage à l'intérieur de toi d'aller au bout de cette expérience-là, eh bien, ce que tu auras en cadeau, c'est de la construction très, très stable d'un système de valeurs qui honore l'être humain que tu es. Parce que symboliquement, celui qui a coupé, c'est Saturne. Et donc, ton père symbolique, c'est le temps. Vénus en maison 5
Alors quand Vénus se loge dans la maison 5, la maison du plaisir, de la créativité, des amours légers, passionnés aussi, elle colore l'enfance d'un besoin presque vital d'être vu, d'être admiré, reconnu. Très tôt, l'enfant peut comprendre que pour exister dans le regard de l'autre, il doit séduire, charmer, amuser, captiver l'auditoire. Il ou elle devient l'enfant spectacle, drôle, solaire, inspirant, un petit rayon de soleil dont la lumière réchauffe tout le monde. Dans certains cas, c'est le parent qui projette sur l'enfant son besoin d'éclat. Moi, franchement, quand je pense à une Vénus en 5, je peux pas m'empêcher de penser au parent qui n'a pas pu faire quelque chose dans sa vie et qui pousse son enfant à y arriver. Notamment, tu sais, les minimis, là, c'est surtout très à la mode aux États-Unis. Les pauvres gamines, elles sont maquillées comme des camions volés à 5 ans, voire plus jeunes pour certaines. Parce que finalement, c'est la mère qui vit son rêve à travers son enfant, son rêve de gloire, son rêve de lumière. C'est le père qui pousse sa gamine à l'athlétisme parce que lui voulait être un athlète de haut niveau, mais finalement, je sais pas, il a été informaticien chez IBM toute sa vie. Enfin, tu vois, ça peut vraiment être ça aussi, hein, Vénus en 5. Quelque part, l'enfant devient alors un prolongement narcissique, une vitrine. Il ou elle doit être brillant, spécial, créatif, pour satisfaire une attente implicite. Fais-moi rêver. Difficile alors ici de distinguer l'amour de l'amour conditionné à cette performance-là. Parfois, ça peut aller encore plus loin. Vénus ici peut être liée à une confusion entre l'amour et le plaisir, surtout si l'enfant a été exposé très tôt à la séduction ou tout du moins à des jeux affectifs où les rôles n'étaient pas très très clairs. Dans certains contextes plus sombres, des contextes de violence, sexuelle, physique, ce placement peut signaler une blessure ou aimer devient un risque, ou séduire devient une stratégie de survie, où les limites entre l'enfant et l'adulte n'ont pas été respectées. Mais c'est pas forcément noir, hein, évidemment. Plein de personnes vont dire oui, moi j'ai une Vénus en 5, j'ai eu une enfance extraordinaire, je suis très heureuse pour toi, très heureuse. Mais je donne ici les clés pour les êtres humains qui ont ce placement et qui en ont peut-être assez d'entendre qu'avec une Vénus en 5, tu es censé avoir une enfance heureuse alors que ce n'est pas ton cas et tu te demandes pourquoi. Eh bien pourquoi? Parce que ça dépend du signe, ça dépend de ses aspects, ça dépend également si cette Vénus est interceptée, ça dépend de plein de choses. Néanmoins, donc, cette Vénus n'a pas forcément été si noire que ça. Dans les familles très aimantes, Vénus en 5 peut aussi parler d'un amour très, très confortable. L'enfant est valorisé, applaudi, on affiche tes dessins à la maison, même s'ils sont moches comme tout. Et on te dit qu'ils sont absolument magnifiques. Chaque geste de l'enfant est célébré, chaque histoire racontée par cet enfant est écoutée comme si le Messie racontait sa journée. Et cela peut créer une autre blessure, la peur de ne plus jamais retrouver ce sentiment ailleurs, cette insatisfaction totale plus tard dans les relations, passer les premiers instants des mois, passer les fameuses, notamment pour les relations amoureuses, 3 années d'amour idyllique où ça se tasse un peu, où l'amour devient ici finalement réel, l'amour au sens propre du terme, hein, lorsque la passion est un peu étouffée. Là, ça peut créer des êtres humains qui donc vont changer de partenaire régulièrement parce qu'ils seront constamment dans cette quête d'être regardés comme la 7e merveille du monde par leur partenaire. Ceci est une conséquence directe de cette Vénus en maison 5. Il y a comme un devoir, une sensation de devoir être toujours extraordinaire pour mériter le regard d'amour posé sur soi. Quelques blessures possibles. Un enfant mis en scène, applaudi pour son apparence, ses talents ou sa vivacité, mais finalement très peu écouté dans sa vulnérabilité. T'es claqué, t'es fatigué, mais c'est pas grave, tu vas y aller à tes 46 cours. Hein? C'est comme en maison 2, mais c'est pas pour les mêmes raisons. En maison 5 aussi, on peut avoir eu énormément d'activités extrascolaires pour développer ses talents en tout genre. Mais souvent, c'est parce que quelque part, le parent projette ses rêves, ses manques sur cet enfant qui devient un prolongement à faire briller. Donc, il faut bien qu'on trouve dans quelle matière tu brilles vraiment, quoi. Je suis pas forcément en train de dire que les parents étaient horribles, que la maman était une grosse mégère, etc. Pas du tout, pas du tout. Souvent, ça part encore une fois d'un très bon sentiment. On veut le meilleur pour son enfant. Encore une fois, l'enfer est pavé de bonnes intentions et surtout si on est un adulte qui n'a fait aucun travail sur ses propres névroses, on se rend même pas compte qu'on projette sur nos enfants. Pour certains ou certaines, ça peut être aussi une sexualisation précoce, un climat affectif flou, surtout évidemment dans les familles dysfonctionnelles.
donc où la violence sexuelle, émotionnelle, physique pouvait être présente. Il y a aussi une blessure de confusion entre amour et attention. Voilà, ou même si on me porte de l'attention, si mon partenaire, par exemple, me porte un peu moins d'attention, bah c'est qu'il m'aime plus. Non, c'est peut-être juste qu'il est claqué, fatigué de sa journée, qu'il en a plein les pattes, mais il t'aime toujours autant, tu vois. Il y a une confusion entre plaisir et amour, et puis entre mise en scène et authenticité. Il peut aussi y avoir un sentiment de vide intérieur dès que l'attention retombe. Mais mais depuis le début d'ailleurs, oulala, je parle pas du tout de sentiments superficiels. De toute façon, je parle jamais de superficialité, ça m'intéresse pas. Donc je me moque pas, hein. C'est que ça vient forcément réveiller un espèce de trou à l'intérieur de soi, un vide qu'on cherche ensuite à combler par plein de moyens stratégiques plus ou moins bons pour notre santé mentale et physique d'ailleurs. En tout cas, dès que la tension retombe, on peut avoir l'impression de devoir en faire beaucoup pour quelque part récupérer l'attention et recombler, tout du moins temporairement, ce vide intérieur. Alors, qu'est-ce que ça donne une Vénus en 5 guérie de ces blessures-là? Eh bien, elle retrouve la beauté du jeu. Elle n'a plus besoin d'être regardée pour exister, elle existe, point. Et parce qu'elle existe pleinement, qu'elle est sensuelle, qu'elle est libre, qu'elle est entière, elle est regardée. Elle rayonne sans forcer. Elle danse sans public. L'amour n'est plus un rôle qu'on joue, c'est une vibration très sincère. C'est une énergie ici créative, libre. Vénus enceinte, libérée de ses entraves. Oh, vous êtes des artistes au sens large du terme, même si tu bosses dans des bureaux, hein. Tu ne te rends pas compte à quel point comment dirais-je, tu génères des créations à chaque fois que tu acceptes de retirer de toi l'une de ces chaînes. C'est-à-dire qu'ici, tu deviens comme artiste de ta propre vie. Tu crées, tu aimes, tu donnes naissance à des œuvres, à des projets, à des histoires, à des jeux. Oui, et généralement, on aime beaucoup avec une Vénus en 5, même les jeux de société, les choses comme ça. Parfois, tu crées des enfants, non pas pour combler un vide, mais parce que c'est plutôt ton trop-plein d'élan vital qui déborde de toi et qui ne peut que être dans la création, parce que Vénus, elle crée. Et dans cette maison, eh bien, elle ne peut que créer des œuvres absolument rayonnantes. On est ici tout de même dans la maison native du lion. D'ailleurs, tips, si tu veux regarder, je sais pas, tu es dans une période de ta vie où tu es un peu paumé, tu sais plus trop quoi faire, tu sens que c'est bloqué, que cette énergie créative, que cette libido quelque part est bloquée à l'intérieur de toi, regarde les aspects de Vénus, évidemment le signe de Vénus, les maîtres de ce signe, mais aussi qu'est-ce qui fait ton soleil. Parfois, regarde en transit, parce que il nous arrive en transit d'être parfois coupé de notre élan de création, mais c'est parce qu'ici est venu le temps de l'introspection. Donc, tout simplement, peut-être que tu es simplement dans une phase de ta vie très introspective qui donnera par la suite des fruits très juteux lorsque ton élan créatif pourra se réveiller. Moi, j'adore les Vénus en 5. Quelque part, Vénus en 5 remet le plaisir et le désir à sa juste place. C'est un lieu sacré, c'est joyeux, c'est profond. Il n'y a pas de honte de ce qui l'a fait vibrer. Un autre exemple, tu as Vénus en 5 et en fait, souvent pour te ressourcer, tu mets à fond chez toi des musiques, j'en sais rien, qui sont considérées comme des trucs de vieux ou nuls, mais peu importe ton âge, hein, et des chansons entre guillemets, parce que pour moi c'est pas du tout mon avis, mais tu sais un peu honteuses, les chansons que tu écoutes mais que tu dis pas aux gens que tu écoutes. Voilà. Et voilà, tout à coup cette Vénus, ça va être justement le genre de personne qui va mettre à fond ce genre de musique, les fenêtres ouvertes quoi. Enfin voilà, c'est juste une petite anecdote comme ça, mais ça te montre parce que la vibration de joie et de plaisir dans les arts, mais dans les arts du quotidien, est une chose fondamentale pour l'être humain, très importante, et vous êtes un porte-étendard de ça. Alors franchement, allez-y, mettez-nous à fond vos chansons des années 80, hein, au feu rouge, que tout le monde s'éclate, quoi. Aussi, cette Vénus en 5 libérée apprend à aimer, et surtout à être aimé sans feu d'artifice, sans condition, sans peur de l'ennui. Il y a une vraie peur de l'ennui avec une Vénus en 5, et vraiment ça change tout. Alors le grand pouvoir de la Vénus en maison 5, c'est le pouvoir d'enchanter le monde. Elle rallume la joie là où elle passe, la Vénus en 5. Elle nous apprend que le plaisir n'est pas futile,
mais que c'est quelque chose de sacré, que l'amour n'a pas besoin de projecteur pour être vrai, et que la vie elle-même peut devenir une œuvre si on ose créer depuis un lieu libre, libre du regard extérieur, libre des attentes implicites intérieures que l'on s'est forgées à cause de fausses croyances. Le cœur de la Vénus en 5, c'est un feu d'artifice, mais elle n'a plus besoin qu'on l'applaudisse pour l'allumer. Elle sait que la beauté est un don à offrir et certainement pas un prix à gagner. Vénus en maison 6. Quand Vénus s'installe en maison 6, elle s'exprime dans le quotidien, dans les rituels, dans le travail, dans le soin. C'est une Vénus qui apprend très très tôt que l'amour doit servir à quelque chose, que l'attention n'est pas gratuite, qu'elle se mérite par l'effort, par la sagesse et surtout, parce qu'on est en maison 6, par l'utilité. Dans l'enfance, cette Vénus peut naître dans un climat où l'on récompensait les comportements sages, aidants, convenables. L'enfant a parfois été valorisé quand il ou elle se rendait utile, aidait les parents, s'occupait de ses frères et sœurs. J'ai remarqué, alors c'est pas toujours le cas, mais souvent avec une Vénus en 6, on est, en tout cas dans les plus grands enfants de la fratrie, on a été amené à s'occuper de nos petits frères et nos petites sœurs. En tout cas, il ou elle a appris que pour être aimé, il fallait se rendre indispensable. Et cette association peut devenir un piège. Parfois, la dynamique est un peu plus lourde. L'un des parents est malade, épuisé, absent ou en burn-out. L'enfant devient aidant beaucoup trop tôt. Il ou elle apprend à devancer les besoins, à soulager l'autre, à se faire tout petit. Il ou elle ne veut pas déranger, veut aider, veut plaire aussi, quitte à s'oublier totalement. Et ce dévouement peut rester ancré vraiment longtemps. Vénus en 6 peut aussi grandir dans un contexte perfectionniste avec une exigence constante. Faire mieux, faire propre, faire bien. L'amour y est présent parfois, mais toujours teinté d'un soupçon de critique. Ah, t'aurais pu faire mieux. Ah, franchement, c'est pas mal, mais t'aurais pu rajouter un peu de sel. Hein? Ça installe une dévalorisation chronique où on n'est jamais tout à fait à la hauteur. On y est presque, hein. Oh là là, on y est presque, mais il manque un soupçon de quelque chose pour atteindre cette perfection. Ce placement peut aussi générer une grande sensibilité au regard des autres, sur le corps, sur l'hygiène, sur la présentation. Dans certains cas, cela conduit à une obsession du contrôle, des troubles alimentaires ou une peur du sale, du désordonné. La Vénus en 6, c'est la Vénus qui prend tellement de bains qu'elle s'en crée des mycoses, tu vois. On veut être parfaite, impeccable, parce que c'est comme ça qu'on existe. Il peut même y avoir une tendance à somatiser. Quelques exemples factuels de blessures. Ça peut être un enfant félicité uniquement lorsque il ou elle aidait, qui était calme ou obéissant. On peut aussi avoir eu un parent en mauvaise santé à cet endroit. L'enfant s'est senti responsable du bien-être familial. Ça peut être aussi une ambiance critique où l'amour passait par la perfection et la propreté. Il peut aussi y avoir une forte exigence intérieure, une culpabilité à se reposer ou à faire quelque chose pour soi. Les relations adultes peuvent être marquées par un schéma « je donne tout, je m'épuise, mais je me sens pas totalement aimée pour qui je suis, mais plutôt pour ce que je donne à l'autre ». Parfois aussi, on a eu des parents extrêmement aimants, on a grandi dans une famille extrêmement aimante, mais c'est simplement que l'un des parents avait des tocs. Et l'enfant a intégré donc ces tocs comme une normalité dans son propre système de valeurs. C'est possible aussi. C'est en 6, donc ça, évidemment, là, je vais penser comme exemple à des trucs un peu bateaux, des tocs de propreté, etc. Néanmoins, ça va aussi se colorer du signe de cette maison, des aspects de Vénus, etc. Parfois aussi, on a eu surtout une mère, mais en vrai, je dirais plutôt la figure d'attachement principale, qui était toujours aux petits soins et aura pu vous rendre un peu hypocondriaque du coup. T'es sûr t'as pas trop chaud? T'as pas besoin d'eau là? Oh, t'es un peu rouge. T'es sûr t'as pas trop froid? Mets ta petite laine, mets ton écharpe. À avoir été tellement couvé que ça peut en devenir absolument étouffant. Il peut donc aussi ici y avoir eu une trop forte attention des parents sur votre personne. Alors, une fois libérée, que devient cette Vénus en maison 6? Elle comprend qu'elle n'a pas besoin de s'épuiser pour mériter d'être aimée. Elle apprend à se soigner, à ralentir, à dire non. Elle retrouve la joie d'aimer au quotidien, non plus comme une obligation, mais comme une offrande. Elle met de la beauté dans les gestes simples, dans la façon d'agencer les espaces, de nourrir ce qu'elle aime, d'organiser les choses pour qu'elles soient harmonieuses, douces, très jolies. C'est une artiste du quotidien.
Elle transforme un repas, une chambre, une routine en soin. Elle offre un amour fiable. C'est pas spectaculaire ici, mais c'est très réparateur parce que c'est constant. La Vénus en 6 peut devenir un pilier, un repère pour tous, mais vraiment. La Vénus en 6, c'est la copine chez qui on va quand on se sent pas bien. Ah bon, on évite d'y aller que quand on se sent pas bien, on est sympa, hein. Mais voilà, c'est vraiment quelqu'un qui peut devenir un espèce de repère affectif dans le brouillard. Alors son vrai grand pouvoir à cette Vénus en 6, c'est l'amour et la beauté dans les détails du quotidien. Elle transforme l'ordinaire en lieu d'amour. C'est la nana qui te passe l'aspirateur, mais en fait, tu génères des énergies d'amour partout dans ta maison pendant que tu fais ton ménage. Et du coup, c'est une maison dans laquelle, quand on rentre, on s'y sent bien, au-delà du fait que ce soit propre, hein. Oui, c'est propre chez toi. Je n'ai pas vu ton intérieur, mais je sais que c'est très propre chez toi. Et là, j'entends, oui, mais moi, j'ai Vénus en 6 et je suis bordélique. Oui, d'accord, d'accord. On peut regarder tes aspects si tu veux. Bon, on n'a pas tous le même thème de naissance. Je parle de l'énergie archétypale de ce placement dans cette maison. En tout cas, par sa présence, sa manière de prendre soin, elle installe un climat d'harmonie, de paix dans les choses les plus banales. Mais la banalité, c'est tout notre quotidien en réalité. Enfin, je veux dire, on n'est pas tous des superstars hollywoodiennes. D'accord, la majorité d'entre nous avons des petits trains-trains. Et bien la Vénus en 6, elle a la capacité d'apporter une douceur de vivre au quotidien. Elle nous rappelle que le sacré ne vit pas seulement dans les grandes déclarations, dans les grands événements, mais dans le pli d'un drap, dans la douceur d'un regard, dans la tasse de thé qu'on tend à quelqu'un sans rien dire, juste parce qu'on sent que là, en ce moment, son cœur est très lourd et qu'elle a juste besoin de cette petite attention. Mais bordel, une petite attention qui fait tellement de bien. Cette Vénus-là, quand elle se respecte, elle devient un phare parce qu'elle soigne tout le monde. Mais pas en s'épuisant, pas en se rendant constamment disponible pour tout le monde, pas du tout. C'est servir le monde sans se soumettre à ce dernier. C'est d'offrir sans nier ses propres besoins. Sa beauté réside dans l'attention, dans la précision, mais aussi, je l'ai déjà dit plus haut, dans la constance. Et ça, c'est vraiment un art de vivre. Vénus en maison 7. Quand Vénus se place en 7, le rapport à l'amour passe très tôt par l'autre. L'enfant, puis l'adulte, structure son identité dans le regard extérieur. Ce placement parle souvent d'une forte conscience des attentes sociales, relationnelles, voire esthétiques. Il faut bien se comporter, être un bon camarade et puis plus tard, un bon partenaire. L'amour est perçu comme un miroir, un reflet de sa propre valeur. Très souvent, la personne se sent incomplète seule. Elle a appris à aimer en s'adaptant, en se modelant sur ce que l'autre attendait. Il y a ici un profond besoin d'harmonie, parfois au prix d'un effacement de soi. Elle peut avoir grandi dans un contexte où les conflits de couple étaient évités, ou au contraire omniprésents. Dans les deux cas, elle a associé l'amour à la diplomatie, au compromis, à la nécessité de faire avec. Dans certains cas, l'enfant a été l'arbitre du couple parental. Il a observé, il a absorbé, tenté de maintenir la paix, devenant trop tôt sensible aux moindres variations d'ambiance relationnelle. C'est d'ailleurs une Vénus, attention, qui est redoutablement intelligente sur le plan relationnel. Cela peut créer une personne qui devine, anticipe, s'ajuste en permanence. Vous êtes dans la suradaptation permanente. Mais, à force de se perdre dans l'autre, elle peut finir par ne plus savoir ce qu'elle veut vraiment, qui elle est vraiment. Quelques blessures possibles. Enfant valorisé uniquement pour sa capacité à s'adapter, à bien s'entendre avec tout le monde, à être agréable et poli. Il peut aussi y avoir une observation précoce de relations conflictuelles dans le foyer, provoquant une peur de la confrontation ou une recherche excessive d'harmonie. Il peut aussi y avoir un sentiment que sa valeur dépend de l'opinion des autres, en particulier des partenaires amoureux. On va se définir au travers du regard de son ou sa partenaire. Il peut aussi y avoir une répétition de relations déséquilibrées où l'on donne beaucoup sans jamais recevoir autant en retour. Il y a ici une crainte d'être seul avec une tendance à rester dans des relations par peur de ne pas retrouver l'amour. Alors dans les cas les plus doux, je dirais, juste on se fait chier. Mais dans les cas les plus dramatiques, c'est la femme qui reste avec un mari violent, hein. C'est quelque chose qu'on vraiment peut retrouver, notamment si Vénus a des aspects avec Pluton, Mars.
ou est en friction, comme je le disais dans l'introduction, avec Saturne et Uranus. Alors, Vénus en Celte parle aussi des engagements, des contrats de mariage, des pactes affectifs, des alliances professionnelles, des promesses verbales ou écrites. Il y a souvent un attachement très fort à la forme de la relation. Alors, qu'est-ce que j'entends par la forme de la relation? Eh bien, il faut que ce soit défini, reconnu, légitimé. Je dirais plus loin même légalisé. On peut rechercher un lien officiel, comme si cela garantissait qu'on ne sera pas abandonné, qu'il n'y aura pas rupture dans le lien. Parfois, cette Vénus pousse à s'engager très tôt ou à signer des contrats déséquilibrés simplement pour se sentir en sécurité. À l'inverse, elle peut aussi refuser totalement l'engagement, hein, par peur d'être enfermée ou piégée dans une relation qui lui volerait sa liberté. Dans tous les cas, il y a un lien karmique fort avec la notion de promesse, de fidélité, de loyauté. Et tant que ces engagements sont vécus comme des chaînes plutôt que comme des choix conscients, l'amour reste conditionné à des formes rigides. Alors, une fois guérie, que devient cette Vénus en maison 7? Ce placement devient un artiste de la relation. La personne comprend que le lien ne se définit pas par ce qu'on signe, mais par ce qu'on vit au quotidien. Elle apprend à aimer sans se fondre dans l'autre, à dialoguer sans s'écraser, à faire équipe. Mais attention, on parle d'une équipe harmonieuse, une vraie équipe, on est des partenaires. Elle sait poser des limites, choisir ses engagements et construire des relations mutuellement nourrissantes. Elle devient une partenaire consciente, capable de co-créer des unions équilibrées, belles, très vivantes. On trouve le ou la partenaire qui adore les mêmes activités que moi. Bon, bah, l'activité, j'en sais rien, ça va dépendre du signe de ta maison. Mais attention, cette Vénus-là ne cherche plus du tout l'harmonie à tout prix, hein. Non, non, non. C'est la justesse du lien. Et elle a plus peur de couper quand ça va pas. Ça la rend profondément attirante, du coup, parce que elle ne se perd plus dans l'autre. Elle l'accueille sans dissoudre sa propre spontanéité, sa propre personnalité. Bon, on est dans l'axe de la personnalité, même si la Vénus n'est pas en 1, elle reste dans cet axe-là. Donc il y a ici quelque chose de je suis entière, et c'est parce que je suis entière, libre et pleine que tu m'aimes profondément. Son vrai pouvoir, c'est vraiment celui de l'union consciente. Vénus en 7 sait marier les contraires, allier les forces, créer des liens très très justes. Elle peut devenir une médiatrice, très bonne thérapeute de couple d'ailleurs, Vénus en 7. Elle transforme les pactes rigides en alliances vivantes et souples, où chacun peut être pleinement lui-même. Elle nous rappelle que l'amour n'est pas un contrat figé, mais un espace en mouvement, où deux êtres peuvent s'élever, se choisir, mais aussi se rechoisir encore et encore avec respect. Vénus en maison 8. Alors quand Vénus se loge en maison 8, l'amour n'a rien de léger ou d'innocent. Dès l'enfance, quelque chose vient colorer l'expérience affective d'une intensité particulière. Il peut y avoir eu des secrets de famille, des histoires d'amour passionnelles mais destructrices, des maîtresses cachées dont on apprend l'existence, des non-dits sur la sexualité aussi, des pertes précoces, des décès précoces ou des ruptures qui ont marqué au fer rouge. Dans certains cas, l'enfant sent que l'amour fait mal ou qu'il implique toujours une forme de risque, de perte, de soumission. Il ou elle peut grandir dans un climat où les frontières sont très floues, parfois même confuses ou dans le pire des cas intrusives. Dans les cas les plus sombres, cette Vénus peut parler d'un environnement où l'inceste règne ou en tout cas d'un regard déplacé porté trop tôt sur le corps de l'enfant. L'enfant peut aussi, avec une Vénus en maison 8, avoir été confronté à la sexualité de ses parents, de son entourage. On n'a jamais à être confronté à la sexualité de ses parents, jamais, peu importe notre âge, mais cela est d'autant plus délétère lorsque cet événement survient lors de la petite enfance, adolescence. Néanmoins, évidemment, ce n'est pas toujours aussi violent. Parfois, c'est plus subtil. L'enfant voit ses parents s'aimer à la folie, puis se déchirer. Il comprend très tôt que l'amour est une force qui consume, qui échappe, qui détruit, parfois autant qu'elle donne. Alors, il apprend à s'en méfier autant qu'à le désirer. Il devient lucide, intense, un peu dur parfois. Mais cette dureté cache une immense peur de souffrir. Quelques blessures possibles. Contexte familial marqué par des secrets, des trahisons, des tensions affectives très fortes.
Une peur viscérale de l'abandon, car l'amour a été associé à la perte ou à la douleur, notamment s'il y a eu des deuils. Deuil de qui? C'est Vénus, donc deuil de la mère, deuil autour de la lignée matrilinéaire. Il peut aussi y avoir eu une sexualisation très précoce, avec un climat incestuel ou tout du moins une confusion des rôles affectifs dans le foyer. Un sentiment aussi que pour être aimé, il faut se donner entièrement. Mais vraiment, là, on est dans le sacrifice. Un besoin de contrôle dans les relations pour ne plus jamais revivre ce sentiment de vulnérabilité peut évidemment s'installer. Alors, ce que Vénus en 8 apprend au fil du temps, elle découvre que l'amour n'est pas censé détruire, que ce n'est pas normal d'avoir mal pour aimer, que avoir mal, ce n'est pas de l'amour. Elle commence alors un travail de transmutation intérieure, souvent à travers des épreuves, des deuils, des relations karmiques très très fortes en maison 8. Et peu à peu, elle transforme ses blessures en force. Parce que même en Vénus en 8 peut absolument tomber sur des partenaires ultra violents, physiquement, psychologiquement, sexuellement. Une fois guérie, une Vénus en 8 devient une alchimiste de l'amour véritable. Son regard perce les masques. Sa tendresse guérit les cœurs abîmés. Elle n'a plus besoin de contrôler car elle a compris que son pouvoir ne réside surtout pas dans la possession ni dans l'acceptation de sa propre dépossession d'ailleurs, mais dans la présence totale. Elle attire ici des relations authentiques, puissantes, engagées à son image. Et elle peut aussi canaliser cette énergie dans des projets très profonds, dans des thérapies, dans de l'art, dans une démarche introspective, spirituelle intense. Elle touche ici à l'invisible et elle en fait jaillir toute la beauté. Son vrai pouvoir, c'est celui de la transmutation affective et énergétique. C'est une Vénus très puissante. Elle transforme l'amour en guérison, la perte en renaissance. Le sexe devient ici sacré. Le tantrisme est l'un des sujets de la maison 8. Alors Vénus en maison 8, t'es au taquet là. Hein? D'ailleurs, la sexualité ici peut devenir un cheminement thérapeutique à part entière. Et si elle s'aligne pleinement, elle peut aussi attirer à elle des ressources très puissantes, mais vraiment, parce que Vénus, c'est la planète des pépettes. Donc, des partages financiers, des investissements, pourquoi pas en couple, une abondance qui vient d'un lien, en tout cas, et qui apporte des fruits très, très juteux. Vénus en 8 aime profondément. Elle aime jusqu'au bout, c'est viscéral. Les Vénus en 8, c'est comme les lunes en scorpion. Ce genre de placement, c'est je t'aime ici, au-delà et dans les 10 prochaines vies, je t'aime encore. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que tu retrouves dans les vies d'après des âmes que tu as déjà côtoyées dans d'autres vies et avec lesquelles tu rejoues certains scénarios. Et je t'encourage et je te souhaite, mais de tout mon cœur, de réussir à t'extraire des scénarios les plus morbides afin de t'orienter le plus possible vers ceux qui t'apportent lumière et abondance. Vénus en maison 9. Quand Vénus se loge en maison 9, l'amour prend des allures de quête. Dès l'enfance, l'enfant peut être fasciné par un parent perçu comme sage, parfois comme lointain ou porteur d'une forme d'idéal en tout cas. Parfois, ce parent est littéralement absent, en voyage, ou parce qu'on est issu de parents divorcés, ou simplement parce que ce parent est pris dans ses propres explorations. Vénus en 9 apprend alors à aimer à distance. Il peut aussi y avoir une forte influence morale ou spirituelle dans l'environnement familial. On apprend ce qu'il faut faire, ce qui est bien ou pas bien. L'amour devient conditionné. Il faut croire, il faut mériter, il faut se montrer digne de la lignée. Cela peut créer très tôt un conflit intérieur, suivre ses envies ou rester fidèle aux attentes culturelles, religieuses ou philosophiques transmises par la famille. Ce placement parle souvent d'un amour idéalisé situé ailleurs, dans un autre pays, une autre culture, parfois un autre plan de conscience. En analyse karmique, j'ai remarqué où, souvent dans une autre vie, vous avez vécu un amour si intense, si passionnel, si incroyable, qu'il devient difficile dans cette vie-ci de retrouver un amour à la hauteur. Et d'ailleurs, c'est terrible parce qu'il y a une espèce de nostalgie de quelque chose dont on ne se souvient pas. Ça peut être très douloureux et ça explique aussi pourquoi souvent, alors pas toujours, encore une fois, arrêtez de me dire dans les commentaires, moi j'ai ce placement, je le vis pas comme ça. Oui, bien sûr, ça dépend de tellement autre chose. Nous sommes obligés, en tant qu'astrologue, ici, quand nous faisons ce type d'épisode, bien que j'essaie pour ma part d'apporter
un questionnement très intense et très profond, parce que c'est ce que j'aime, l'introspection. Il n'empêche qu'en in fine, ça reste superficiel, malheureusement, parce que pour plus de profondeur, il faut regarder le signe, les aspects des maîtres, les aspects de Vénus et tutti quanti. Néanmoins, souvent, c'est pour cette raison qu'avec cette Vénus, vous êtes appelé à fantasmer un amour ailleurs, ou que vous vous retrouvez dans des situations amoureuses où l'autre est inaccessible ou déjà en couple, ou alors vous-même vous êtes en couple et vous vous amourachez de quelqu'un au travail ou que sais-je, mais parce que quelque part vous avez une espèce de quête de retrouver cet amour lointain. En tout cas, avec une Vénus en maison neuve, l'enfant rêve d'une histoire plus grande que nature, mais vraiment où le lien serait sacré, pur, absolu. Mais parfois, cette quête devient une fuite. On tombe amoureux d'âmes donc inaccessibles, de concepts, de guides, de gourous, de personnes déjà engagées ou trop éloignées. C'est aussi, attention, Vénus en neuf, un placement d'érotomanie. Érotomanie, c'est lorsque tu es mais persuadé que l'autre a des sentiments amoureux pour toi alors qu'il n'en est strictement rien. Il a peut-être juste été poli avec toi. Donc attention à ça. L'amour reste alors dans les nuages, jamais incarné réellement dans la matière. La blessure profonde de Vénus en maison neuve, c'est celle du désenchantement. Un jour, l'idéal vole en éclats. Ce qu'on croyait pur se révèle juste humain. Ce qu'on attendait se dérobe. Et il faut alors apprendre à aimer dans le réel et plus dans l'imaginaire. Et ça, c'est très douloureux. Quelques blessures possibles. Un parent absent, idéalisé ou spirituellement inaccessible parce qu'il vit littéralement dans ses dogmes. Une éducation marquée par des dogmes religieux, moraux ou philosophiques très rigides. D'ailleurs, si tu es une femme et que tu as Vénus en neuf, c'est aussi possible que on t'a inculqué très très tôt, voilà, qu'il est très important de te préserver, qu'il ne faut pas se donner à n'importe qui. Je parle de sexualité là, que ta virginité, voilà, est importante, etc., etc. Il peut y avoir ici un sentiment de décalage avec sa culture d'origine ou avec les croyances familiales. Il peut y avoir ici la reproduction de relations lointaines, inaccessibles ou intellectuellement très fascinantes, mais une impossibilité d'accéder aux liens charnels. Donc c'est très frustrant. Déception profonde liée à une forme de trahison idéologique, spirituelle ou sentimentale. J'en sais rien, un exemple là, ton père t'a toute ta vie répété un certain dogme et un jour tu ouvres les yeux, tu réalises que fais ce que je dis mais fais pas ce que je fais quoi. Et donc là le gars, ton père en l'occurrence, tombe de son piédestal. J'ai pris le père comme exemple, ça peut être ta mère, ça peut être toute chose, ça peut être aussi quelque chose que tu as projeté sur la société au sens large. Alors, une fois libérée, une fois guérie, que devient cette Vénus en maison neuve? C'est une Vénus qui élève les autres. Elle devient guide, enseignante, c'est une éclaireuse. Évidemment, la forme, la couleur que cela va prendre, eh bien, il faut regarder le signe et puis les aspects de cette Vénus. Elle parle d'amour avec une hauteur qui n'est pas froide, mais qui est inspirante. Elle peut transmettre des valeurs, écrire, créer des ponts entre les cultures, initier des réflexions très profondes. Elle attire les gens par sa vision, par son intelligence. Vénus en neuf est très intelligente, par sa liberté d'être, par sa liberté de croyance aussi. Elle découvre aussi que l'amour véritable n'est pas dans le fantasme ni dans la perfection, mais dans la beauté de la rencontre imparfaite entre deux êtres en chemin. Elle apprend à aimer dans l'ici et maintenant, sans renier sa quête spirituelle pour autant. Et quand elle incarne cela, elle devient très magnétique. C'est une femme ou un homme qu'on écoute, qu'on suit, qui ouvre les horizons, qui ouvre grand les esprits. Ces histoires d'amour deviennent des voyages. Son vrai pouvoir, c'est inspirer l'évolution intérieure aux autres, par sa vision, par son ouverture, par son exigence de sens. Vénus en maison neuve transforme l'amour en chemin initiatique. Ah oui, alors quand je parle d'amour depuis le début, je le dis à la fin évidemment, sinon c'est pas drôle. Oui, je parle évidemment du couple amoureux, mais je parle de l'amour sous toutes ses formes. Je parle de l'amour qu'on a de ses amis, de l'amour de sa patrie. Ça va dépendre encore une fois du signe, etc. L'amour qu'on peut porter aussi à ses enfants, une certaine forme d'éducation qu'on peut transmettre à ses enfants, qui peut devenir un modèle à suivre pour les autres. Voilà, c'est l'amour, l'énergie amour, quoi. Cette Vénus en neuf, elle n'est pas du tout là pour collectionner les histoires, mais pour éveiller des consciences.
Et ce faisant, elle devient une source de lumière pour celles et ceux qui la croisent. Vénus en maison 10. Quand Vénus se place en maison 10, l'amour n'est pas un jardin secret. Il est exposé, mis en vitrine, jugé parfois, valorisé aussi. Dès l'enfance, la personne peut percevoir que ce qu'elle vit intérieurement n'a de valeur que s'il est reconnu à l'extérieur. Elle grandit souvent dans un foyer où l'image sociale a une immense importance. Il faut bien se tenir, bien parler, réussir, être irréprochable. Et cette pression ne concerne pas que le travail ou les notes. Non, non, non. C'est aussi la manière de se comporter dans les relations, de montrer son amour, de bien faire. Ce placement peut indiquer une forte attente parentale. On attendait de l'enfant qu'il ou elle réussisse là où d'autres ont échoué ou qu'il redore le blason familial. Parfois, un des parents est admiré, charismatique ou très soucieux de l'image renvoyée à l'extérieur. D'autres fois, la famille a souffert d'un manque de reconnaissance et l'enfant devient alors celui ou celle qui doit obtenir ce que d'autres n'ont pas eu. Il est aussi fréquent de retrouver Vénus en 10 chez des personnes qui ont perdu un parent. C'est en maison 10, donc ça peut absolument être le père, mais pas forcément. Ou en tout cas, qui a grandi avec une figure d'autorité absente, instable ou dévalorisante. Une blessure de reconnaissance peut alors s'installer très tôt, menant à une quête de validation permanente. Si je fais tout bien, si je suis aimable et brillante, alors on m'aimera, alors on me verra. La peur de l'échec public peut être très forte ici, comme si l'amour propre était lié à l'image projetée dans le monde au regard des autres. La personne peut avoir beaucoup de mal à oser, à sortir de sa zone de confort, car l'idée de se rater, de trébucher sous les yeux du monde est absolument insupportable. Alors, elle retient, elle attend le bon moment, elle se perfectionne, mais ne se lance jamais. Parfois aussi, on a eu des parents qui se sont beaucoup occupés de nous, en tout cas, c'est l'image que cela a renvoyée au monde, et on était inscrit à 1 million d'activités extrascolaires parce que ben voilà, ça fait toujours bien de montrer que son enfant est inscrit à 1 million d'activités extrascolaires. Hein? Il y a quelque chose ici relié à l'image que l'on renvoie malgré tout. Je dis pas que toutes les personnes, mon Dieu, qui ont cette Vénus ont eu des parents pervers qui faisaient tout pour le regard des autres. C'est pas ça. Sachant que de toute manière, encore une fois, tous les comportements que nous avons sont issus de blessures que l'on porte nous-mêmes et souvent qu'on n'accepte pas de regarder en plein jour. Donc ici, il s'agit surtout d'adaptation à ces blessures. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Le truc, c'est qu'en étant inscrit à 1 milliard d'activités extrascolaires, eh bien, il y a ici une quête de la performance qui pèse beaucoup trop lourd sur les épaules d'un enfant. Alors, quelques blessures possibles. Amour conditionné à la performance. On n'est aimé que si l'on réussit, si l'on brille, si l'on répond aux attentes. Évidemment, je ne dis pas que ceci est vrai. Je dis que c'est la manière dont cette Vénus a pu se construire selon l'expérience qu'elle a eue au sein de cette maison 10. Ça peut être des relations affectives choisies en fonction de ce qu'elles renvoient, un statut social, une réputation. Il est question ici de réussite amoureuse. Il peut y avoir une difficulté à vivre une vie intime libre et de toute attente sociale ou familiale. Alors, on fait les choses parce que ça rend bien, pas parce que ça rend heureux. Il peut aussi y avoir une inhibition face à l'action ou à l'expression affective par peur du regard d'autrui. On a plein de projets, on est brillant, on est très intelligent, mais on n'ose pas se bouger le cul parce qu'on a tellement peur d'échouer que du coup on ne fait pas. Ose, vas-y. Avec un tel placement, je t'assure que même, là j'ai cling, 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 les pépettes, il y a tout qui va aller avec. Ose le premier pas. Il peut y avoir ici un besoin dévorant d'approbation, souvent intériorisé d'ailleurs, sous forme de perfectionnisme chronique. Alors une fois guérie, que devient Vénus en 10 ? Elle cesse de chercher la reconnaissance extérieure et commence à rayonner depuis un socle intérieur. Elle ne court plus après la validation, elle devient une référence. Elle incarne dans sa manière d'être, d'aimer, de créer une élégance éthique, une autorité affective. Son charisme repose sur la cohérence entre ce qu'elle est profondément et ce qu'elle montre au monde. Et cette intégrité-là, les autres la ressentent. Elle devient souvent inspirante dans son milieu social
ou pourquoi pas professionnelle, parce qu'elle ne cherche plus à plaire, elle agit avec amour, avec justesse et harmonie, et c'est ça qui touche. Son pouvoir, c'est celui de rendre l'amour visible dans la sphère publique, l'énergie amour, d'introduire de la beauté, de la douceur, de la justesse dans des espaces souvent marqués par la rigueur, par la froideur. Elle est capable de transformer les dynamiques sociales par sa simple manière d'être. Une parole juste, une présence élégante, un comportement qui, quelque part, élève un peu le niveau, quoi. Elle inspire confiance aussi, vraiment. Elle peut avoir la réputation d'être quelqu'un de confiance. Elle stabilise, elle apaise. Mais il n'est pas question ici de se suradapter, hein. Non, 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 non. C'est en montrant ce qu'il est possible de faire lorsque l'on mêle amour et responsabilité, lorsqu'on est un exemple pour les autres en montrant sa propre évolution, par exemple. En tout cas, on peut devenir ici un exemple à suivre pour les autres. Vénus en maison 11. Quand Vénus tombe en maison 11, le besoin d'amour a souvent été conditionné à l'intégration dans un groupe. Le premier groupe, évidemment, c'est la tribu, la famille, l'école, la fratrie, le cercle social. Ici, l'amour est politique dès l'enfance. Il faut faire bien, il faut bien penser, ne pas déranger. On peut avoir été valorisé pour représenter, être la plus belle, le plus beau, le plus brillant au sein du groupe. Non pas pour soi-même, mais pour la fierté des parents, pour faire bonne figure dans le groupe. Parfois, à l'inverse, on a été mis à l'écart, invisibilisé pour sa différence. Vénus en 11 peut porter une mémoire de rejet social, une blessure d'exclusion affective. Dans certains cas, cela vient d'une famille plutôt rigide, où les idées hors normes n'étaient pas bienvenues, où on n'avait pas le droit de penser autrement. Dans d'autres cas, la confusion vient d'un parent qu'on a idéalisé, perçu comme brillant, mais qui était froid, présent, mais comme inaccessible. Cela crée une attitude à aimer à distance, dans des formes d'amour qui ne s'incarnent pas totalement. Alors l'enfant comprend qu'il ne doit pas être pas trop étrange, pas trop différent, pas trop intense. Il apprend à se modeler, il devient caméléon social, il rentre dans les cases pour être accepté. Ou bien il se révolte, il rejette l'amour parce qu'il l'associe à une perte de liberté. Ce placement peut aussi aller jusqu'à un refoulement complet du besoin d'amour au profit de l'intellect. Il y a une difficulté aussi, alors possiblement évidemment, à incarner l'amour, à en faire une réalité vécue et non pas juste quelque chose de projeté dans un futur potentiel. Alors, quelques manifestations possibles. Une tendance à séduire avec ses idées, mais à garder le cœur à distance. Une attirance pour des personnes inaccessibles, engagées ailleurs, brillantes, mais très lointaines. Un besoin de reconnaissance sociale assez fort, mais une difficulté à créer du lien intime. Il peut y avoir ici une recherche de relations non conventionnelles, polyamour, du libertinage, des relations libres, souvent pour se préserver d'une dépendance émotionnelle d'ailleurs, qui est perçue comme dangereuse. Il y a ici une ambivalence entre envie d'appartenance et une peur extrême de la fusion. Il peut aussi y avoir ici de l'auto-sabotage relationnel. Par peur d'être rejeté pour qui on est vraiment, on sabote soi-même nos relations. Mais c'est absolument inconscient, hein. Alors, lorsque Vénus ici retrouve son pouvoir, quand Vénus en 11 se libère, elle retrouve une puissance extraordinaire. Elle sait aimer différemment. Elle n'a plus besoin de se conformer. Elle pose ses propres règles du lien, choisit ses groupes, construit ses relations. Ce n'est plus le collectif qui dicte sa valeur. C'est elle qui choisit de quelle communauté elle veut faire partie et comment elle veut contribuer au monde. C'est son désir qu'elle matérialise. Elle comprend que l'amour n'est pas un costume à enfiler pour plaire, ni un privilège réservé aux bons élèves. Elle devient inclassable, magnétique, inspirante, capable d'incarner une vision du lien profondément humaine, mais surtout émancipée. Elle peut alors créer des projets collectifs nourris d'amour et d'équité, mettre son esthétique au service d'une cause, oui, pourquoi pas, redonner le droit d'aimer aux exclus, aux marginaux, aux atypiques, être une muse, une passeuse, une visionnaire relationnelle. Son vrai pouvoir, c'est incarner un nouveau paradigme de l'amour et du lien. Ici, Vénus, elle réconcilie individualité et appartenance, idéal et réalité, tête et cœur.
Elle nous montre qu'on peut aimer sans se renier, être libre sans forcément avoir besoin d'être seul. Et surtout, elle peut rassembler autrement. Vénus en maison 12. Quand Vénus tombe en maison 12, elle ne disparaît pas, elle se cache. Ce placement indique souvent une transmission familiale dans laquelle l'amour, le plaisir ou la sensualité ont été associés à la honte, au secret, parfois au danger. Il peut y avoir un non-dit autour de la naissance, un enfant non reconnu, un non désiré, un enfant adultérin ou simplement né dans une atmosphère émotionnelle trouble avec une filiation floue. L'enfant sent alors très tôt qu'il doit s'effacer pour ne pas déranger un système qui ne peut pas l'accueillir tel qu'il est. Dans d'autres cas, c'est un climat d'absence qui marque la naissance. Un parent émotionnellement indisponible, voire absent tout court, hein. Vénus ici apprend que l'amour n'est pas forcément très fiable. Elle développe une hypervigilance affective, elle sent tout, mais elle garde pour elle, elle anticipe, elle devine, elle attend. Elle se fond dans les besoins des autres, sans qu'on lui ait jamais demandé qui elle était, ce qu'elle aimait ou ce dont elle avait besoin. Parfois la blessure est plus lourde. Vénus en 12 peut porter une mémoire d'amour interdit, de climat incestuel, dans le sens large du thème, c'est-à-dire de rôle flou, de confusion des générations, de sexualité mal gérée dans le foyer. Le message sous-jacent est clair. L'amour est dangereux, dérangeant, voire destructeur. Il y a aussi des cas complètement inverses, hein, évidemment, hein. Une pièce a toujours deux faces. Des familles très aimantes, mais trop fusionnelles, où l'enfant n'a pas eu d'espace psychique pour se construire. Ici, Vénus en 12 peut ressentir de la culpabilité rien qu'à l'idée de s'éloigner ou de poser des limites. Elle se sent redevable d'un amour qu'elle n'a pas choisi, mais dont elle ne sait pas se détacher et qui est immense. Cette Vénus peut également attirer ou choisir des relations inaccessibles, tomber amoureux, amoureuse d'une personne déjà engagée, distante émotionnellement ou géographiquement. Ça peut être une distance sociale aussi. On devient la maîtresse, l'amant caché ou celle ou celui qui espère dans l'ombre. Il y a ici finalement un mécanisme de protection, hein. Tant que l'amour reste impossible, il ne fait pas de mal. Mais parfois, même quand une relation devient enfin possible, Vénus en maison 12 prend peur et elle s'enfuit. Quelques blessures possibles. Enfant né dans un climat de secret, de honte ou de flou familial autour de l'amour ou de la filiation. Je ne l'ai pas précisé, mais au tout début, lorsque je vous parle d'enfants non reconnus, non désirés, adultérins, etc., vous pouvez, parce que c'est en maison 12, hein, absolument porter cette mémoire d'avant d'ailleurs, mais en tout cas, c'est quelque part dans votre lignée et vous êtes le porteur de cette énergie-là. Mais ça peut effectivement être vous aussi. Alors, je retourne aux blessures possibles. Ça peut être l'absence d'un parent nourricier aussi. Donc, on va penser à la mère, mais en réalité, ça peut être le père aussi, hein. Un parent comme enfermé émotionnellement aussi. Ça peut être avoir vécu avec une maman dépressive, par exemple. Il peut effectivement y avoir un contexte incestuel ou en tout cas une sexualité un peu déviante dans la famille, avec des rôles flous, des confusions dans les générations, une hypersexualisation ou au contraire un puritanisme rigide et complètement hypocrite, quoi. Il peut y avoir une culpabilité inconsciente liée à l'amour, avec une espèce d'association d'idées que l'amour peut être absolument douloureux. Donc, on peut aussi être dans une forme de fuite de ce dernier. Il peut aussi y avoir une peur d'être vu dans ses désirs ou ses émotions réelles. C'est une Vénus qui est très pudique parce que ça peut être perçu comme inapproprié. On garde pour soi, on ne montre pas ses élans spontanés. Il y a ici aussi une tendance à l'auto-sacrifice, se faire passer après tout le monde, fuir la confrontation aussi, s'effacer pour préserver le lien. Il peut aussi y avoir un sabotage des relations dès qu'elles deviennent concrètes, hein. L'amour est fantasmé. S'il est incarné trop réellement dans la matière, ça peut provoquer la fuite. Et puis évidemment, une attirance répétée pour des partenaires inaccessibles, indisponibles ou déjà pris. Préférence inconsciente pour des relations impossibles, secrètes ou non réciproques. Cette Vénus-là aussi, c'est une Vénus d'érotomanie. Je dis pas que vous êtes érotomane si vous avez Vénus en 12, on se calme. Mais c'est l'un des positionnements que l'on peut retrouver où la Vénus en 12 peut fantasmer une relation et être persuadé qu'un autre est vraiment amoureux de lui ou elle, alors que pas du tout, quoi. Alors, une fois guérie, qu'est-ce que ça donne une Vénus en maison 12? Eh bien, elle comprend qu'elle n'a pas à s'effacer pour être aimée. Elle ne choisit plus des partenaires inaccessibles ou absents. Elle cesse
de chercher l'amour dans les zones floues, dans les relations secrètes, interdites ou déséquilibrées. Elle reconnaît que son besoin d'aimer venait souvent d'un vide et finalement pas d'un choix. Guérie, Vénus en maison 12 devient capable d'aimer sans condition, mais avec discernement. Elle ne confond plus amour et pitié, proximité et fusion, don et oubli de soi. Elle peut accueillir la différence, la douleur ou la solitude de l'autre, mais sans s'y perdre. Elle développe une capacité fine à percevoir ce qui est enfoui chez les autres et à mettre des mots, des images, du sens sur ce qui restait jusque-là indicible. Son vrai pouvoir, faire exister ce que tout le monde évite, mettre en lumière les blessures que personne ne veut voir, créer à partir du chaos, de la honte, de la solitude et transformer tout cela en quelque chose de précieux, de partageable par la création artistique, par une forme de soin, d'accompagnement, de parole ou simplement d'incarnation au quotidien. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Je te remercie infiniment d'être resté jusqu'au bout. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Je ferai d'autres épisodes sur Vénus. Vénus a plusieurs facettes et je pense, mais bon, c'est pas sûr, je verrai bien. Mais dis-moi en commentaire si ça t'intéresse parce que j'ai vraiment envie aussi de vous faire un épisode sur le pouvoir d'illusion de Vénus. Vénus, tout comme Neptune d'ailleurs, sont les deux planètes qui génèrent de l'illusion dans notre thème de naissance, de l'illusion de choses que l'on se fait croire à soi-même, mais aussi d'un pouvoir d'illusion quelque part que l'on peut renvoyer aux autres humains. Évidemment, ce pouvoir est teinté par la maison, mais aussi par le signe et les aspects de Vénus. Donc voilà. Je te mets en barre de description de l'épisode le lien pour t'abonner à ma newsletter. N'hésite pas. Je suis actuellement en train de travailler sur plusieurs formations, des plus petites à des prix très accessibles afin de pouvoir transmettre un maximum d'informations d'une manière très abordable et une plus grosse formation qui verra le jour plutôt l'année prochaine parce qu'elle me demande énormément de travail aussi qui sera cette fois-ci professionnalisante. Là, je m'adresserai essentiellement aux êtres humains qui veulent utiliser l'astrologie dans leur travail ou voire même qui veulent se lancer en tant qu'astrologue à leur compte. Donc voilà, les premières formations devraient voir le jour en septembre. En tout cas, je travaille comme une folle pour que ce soit possible. Et la plus grosse, plutôt premier semestre 2026. Mais voilà, si tu vas être tenu au courant de tout cela, eh bien n'hésite pas à t'abonner à la newsletter. Tu seras le bienvenu. C'est tout pour moi. Je te retrouve très bientôt pour un tout nouvel épisode. Et comme toujours, prends grand soin de toi.